Oui, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont à nouveau entretenus par téléphone ce mardi. Ils se sont accordés sur l'organisation d'une conférence internationale pour soutenir la résilience civile ukrainienne cet hiver. Elle se tiendra à Paris le 13 décembre prochain. Voilà ce qu'explique Emmanuel Macron. Les infrastructures électriques et d'approvisionnement en eau de l'Ukraine ont été considérablement endommagées par les attaques russes. Il nous faut agir avant l'hiver. Nous allons rapidement mobiliser la communauté internationale et le secteur privé. Petite question. Au-delà de l'aspect humanitaire évident, est-ce qu'il y a un enjeu politique aussi derrière? Pourquoi est-ce qu'il y a urgence pour la France, Renaud peut-être là-dessus, d'intervenir avant que ça ne dégénère avant l'hiver? Emmanuel Macron s'est beaucoup investi dans l'accord, on va en reparler, sur les céréales, à partir du mois de mai. Et cette question de l'aide qui n'est pas militaire à l'Ukraine, elle est dans toutes les têtes des dirigeants européens. Et il y a aussi une volonté de la part d'Emmanuel Macron de ne pas laisser la place à d'autres pays européens, et vous me voyez venir à l'Allemagne. Et les bisbilles, voire plus, la mésentente ces dernières semaines entre la France et l'Allemagne fait qu'Emmanuel Macron poursuit cette initiative, veut que les entreprises françaises soient sur le terrain parce que la reconstruction va être un champ important d'influence et il ne faut pas laisser l'Allemagne. Enjeu de survie. J'aimerais qu'on regarde les images de Kiev, simplement pour se rendre compte de l'immensité de cette ville. Là, vous êtes la meilleure témoin, évidemment. Immense ville de plus de 3 millions d'habitants. Les images aériennes de la ville de Kiev, quand on voit l'immensité de cette ville qui s'étend sur une immense superficie. Si cette ville devait être privée d'électricité, ce ne sont pas ces images-là auxquelles je fais allusion, mais privée d'électricité de manière durable, d'eau, pendant une grande partie de l'hiver, ce serait un désastre immense. Bien sûr, il est très difficile de vivre sans eau et sans électricité dans n'importe quelle ville. Mais il faut dire que les Ukrainiens non plus n'attendent pas à arriver jusqu'à la catastrophe totale. Ils s'organisent, ils essaient de voir comment le pouvoir local, notamment la municipalité, essaie d'organiser les points où les Kieviens peuvent se chauffer, où les Kieviens peuvent se regrouper, par exemple, pour avoir l'accès au Wi-Fi si les réseaux Wi-Fi seront coupés en route. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la défense antiaérienne, c'est la meilleure prévention de passer l'hiver sans eau et électricité. Il a dit d'ailleurs qu'il allait livrer plus de systèmes de défense antiaérienne. Oui, qui vont arriver. Et c'est vraiment, là-dessus, il faut viser plutôt qu'autre chose. Jean-Michel Apathy, ça consiste en quoi concrètement quand on dit qu'on va organiser une conférence pour soutenir la résilience civile ukrainienne? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas exactement. Emmanuel Macron il reprend un peu l'initiative qu'il avait prise pour le Liban. Il avait voulu tout seul sauver le Liban. On n'a pas vu grand-chose. Donc là, s'il s'agit de solliciter le secteur privé, par exemple, on comprend que l'État français, va payer des entreprises françaises pour aller réparer ce qui peut l'être à Kiev. Il est étonnant que cette initiative-là, puisque nous soutenons l'Ukraine, en livrant des armes. Il est étonnant que cette initiative-là n'ait pas été prise au niveau européen. Parce que aider les Ukrainiens à passer l'hiver, vu la sauvagerie des attaques russes... Jean-Michel, c'est chacun pour soi. C'est compréhensible. Ils se sont mis d'accord là. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont mis d'accord. Mais j'aimerais que vous commentiez ces images, Didier François. Oui. Une grande ville de 3 millions d'habitants en 2022. Alors, il y a le précédent de Londres, chez vous, mais ça date des années 40. Une grande ville moderne qui serait privée entièrement d'électricité avec des infrastructures détruites, on ne sait même pas ce que ça donnerait. Il y a une part d'inconnu et de danger énorme. 3 millions, c'est énorme. Enfin, on a eu Sarajevo, quand même, qui est resté très très longtemps sans eau, sans électricité. Rappelez-vous, les gens, le général s'en souvient, puisque c'était les casques bleus qui protégeaient les gens qui allaient chercher l'eau dans les puits, avec des snipers qui leur tiraient dessus ou des obus de mortier qui tombaient. Donc, ce type de siège-là, on les connaît. Et c'est effectivement... alors là, la ville n'est pas cernée, mais le fait de manquer d'eau et d'électricité pour une ville de 3 millions d'habitants, c'est quand même extrêmement dur. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a une urgence à agir. Et c'est pas que la France. Il y a deux réunions prévues dans la foulée. Le 12, c'est la réunion bilatérale entre l'Ukraine et la France, où d'un côté, il y aura des entreprises françaises sur justement l'eau et l'électricité, parce qu'ils ont des gros savoir-faire, mais aussi des ONG sur la capacité à tout de suite débloquer de l'aide d'urgence sur des générateurs, des capacités d'isolation, etc. Ce qu'on fait déjà. Avec une part privée, parce que les entreprises seront conviées. Ça, c'est très intéressant de voir que ce ne sont pas les États seulement. Et le lendemain,
Là, pour le coup, c'est une réunion multilatérale avec les Européens, l'ensemble des bailleurs et les Ukrainiens, pour que justement on s'organise entre les besoins ukrainiens et les capacités des différents bailleurs de fonds. Et la troisième chose, effectivement, c'est les défenses antiaériennes, puisque avec l'Italie, la France a le système Mamba, et qu'elle va très certainement, il y a eu un accord qui a été passé avec les Italiens, le fournir aux Ukrainiens. Donc on voit bien qu'il y a trois modules. Et les trois trucs sont complémentaires. Avec cette petite déclaration de Shoigu, le ministre de la Défense russe, aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il se moque de nous. Je vous vois sourire. Samantha Bender, nous continuons à frapper efficacement les infrastructures et les installations militaires affectant le potentiel militaire de l'Ukraine. Ce faisant, des mesures exhaustives sont prises pour empêcher la mort de citoyens ukrainiens, pour empêcher de viser les civils, sauf quand on veut se venger après, notamment, l'attaque sur la flotte russe de la mer Noire. C'est ce qu'a dit très clairement d'ailleurs Vladimir Poutine aujourd'hui, on l'écoute. Est-ce que les frappes récentes sur le territoire ukrainien sont une réponse aux événements de Sébastopol? Merci beaucoup. En partie oui, mais ce n'est rien à côté de ce qu'on pourrait faire. Samantha. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, les Russes nient que les frappes de Sébastopol ont causé des dégâts. On ne sait pas si la frégate, enfin, l'amiral Makarov, donc le nouveau fleuron de la flotte de la mer Noire, à moins que quelqu'un ait des informations plus récentes que moi, mais il a été touché, mais les Russes ne disent rien dessus. Donc, aussi, je peux rajouter, c'est parce qu'ils ne disent rien, on pense oui, que mais c'est bien assez sûr. grave. Non, mais, sinon, ils auraient montré mais, que rien n'était touché. En fait, d'un côté, ils disent que rien n'a été touché. Et de l'autre côté, ils prennent des mesures de vengeance. Mais ce qui est aussi intéressant dans toutes ces frappes récentes sur l'Ukraine, c'est à ma connaissance, il n'y a pas eu de mort. Il y a des infrastructures civiles ont été ciblées, bien ciblées et bien atteintes. Et quand on compare ça à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, quand des chemins, des gares ont été ciblées, des civils tués, des villes comme Mariupol entièrement rasées avec des dizaines de milliers de morts d'après les chiffres les plus récents, on se dit que quand ils veulent être précis, ils peuvent le faire. Donc ça rend encore plus grave les crimes qui ont été commis avant. Une bouffée d'optimisme, c'est la façon dont les Ukrainiens réussissent à reconstruire souvent très vite. Regardez les images qui vont suivre parce qu'elles circulent beaucoup sur les réseaux en particulier ukrainiens. Les Ukrainiens montrent même, ce sont les mêmes immeubles, avant, après. Et de quelle manière, ce sont parfois les bombardements qui datent du tout début. Certains, c'est les premiers jours, le 24 février, mais ensuite, ça s'est continué. Et puis, ils mettent un soin particulier à rebâtir à l'identique souvent, parce que c'est une façon, évidemment, de défier l'ennemi. C'est la façon de résister, c'est la façon de montrer qu'il ne n'osera pas. Donc les Ukrainiens s'impliquent beaucoup, même si peut-être ce n'est pas ce qui est prioritaire aujourd'hui, mais du point de vue de morale, c'est prioritaire. Donc il y a ces résultats assez frappants, étonnants, et vraiment on salue tout ça. Et concernant, je voulais juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Poutine, qu'on n'a pas encore tout fait, je pense que les Russes, ils font tout et le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas s'attendre plus. Ils se regroupent sur quelques jours pour avoir cette force de frappe. Après, ils frappent et après, une fois, ils sont épuisés. Ce n'est rien par rapport à nos capacités. Est-ce qu'on peut faire non, mais là-dessus, à l'avenir? C'est ce que dit Vladimir Poutine, parce qu'il aurait pu viser des bâtiments civils purs. Oui, mais c'est une riposte militaire qui est graduée. Petite parenthèse, pardon Renaud, vous qui êtes un Malouin, honneur aux Malouins qui nous écoutent, vous revenez de Saint-Malo, la reconstruction à l'identique, c'est très important pour la mentalité d'un pays, pour le sentiment de morale. Pour le moral. Personne qui a été à Saint-Malo bombardé à l'époque par les Américains de manière systématique. L'incendie au XVIIe, puis effectivement les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est très important pour le moral de la population, parce que ça veut dire que le pays ne sera pas détruit, amoché et écorché à jamais. Et c'est pour ça qu'en plus, c'est énormément communiqué sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce qu'on a fait à Gdansk notamment, qui a été le centre historique de Gdansk, ça a été reconstruit absolument à l'identique pour oublier qu'il avait été c'est une manière de défier l'histoire. Voilà, pour un peu effacer ce qui avait été fait. Maintenant, dans ce qui est fait actuellement, il faut quand même dire qu'il y a une certaine logique, et qui est une logique qui arrive avec le général Sourovikine. C'est-à-dire que cette logique stratégique de cibler maintenant non plus un peu à l'aveugle, un peu partout, d'asperger et de disperser, là, il cible des infrastructures stratégiques. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Le nouveau chef de l'opération spéciale. Le nouveau chef de l'opération, on voit qu'il a une vision globale des opérations, qu'il a une vision stratégique des opérations, et donc ça, c'est à suivre vraiment de très près. Et peut-être en effet un Sourovikine qui vise assez juste là, mais qui vise de manière beaucoup plus brutale et barbare ailleurs. On va voir ce qu'il en est avec Kherson et des évacuations encore plus massives. C'est ce qui suit juste après cette brève pause. À tout de suite.